Si on continue dans la loi sur les arpenteurs géomètres, l'arpenteur géomètre est tenu de signer. Là, on voit un nouvel élément qui entre en ligne de compte et de conserver en minutes. Le fait de conserver est un acte juridique maintenant dans le cadre de la loi concernant le cadre et il faut s'interroger sur comment est-ce qu'on peut conserver, quelles sont les implications de conserver des documents technologiques, particulièrement en ce qui a trait à la pérennité du document. Et là, je ne rentre pas dans chacun des sujets parce que, comme je vous disais, je veux juste planter des graines sur les éléments qui sont importants pour l'arpenteur géomètre. Je vais aborder la loi et comment est-ce qu'on doit interpréter la conservation un petit peu plus tard. L'autre élément qui est un peu connexe à l'idée de conservation, c'est que dans le cadre de la conservation, on doit protéger ces minutes-là, les procès-verbaux ou les autres documents, contre toute altération ou modification. Vous allez voir, quand je vais parler de la loi concernant le cadre, il y a une clé de voûte très importante qui est la notion d'intégrité. C'est ce que votre loi vous dit déjà, c'est que vous devez maintenir l'intégrité de la documentation avec laquelle vous transigez dans le cadre de vos fonctions et je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que la notion d'intégrité dans le monde technologique. Ensuite, le CA peut, par règlement, déterminer les documents qui doivent être conservés, la manière dont ils doivent être conservés et la durée de leur conservation. Et ça, comme je vous dis, à l'heure actuelle, il n'y a pas de changement que je note très important qui doivent être faits. Mais c'est une excellente nouvelle parce que contrairement à d'autres ordres, votre CA a une grande latitude. Il y a plusieurs ordres qui n'ont pas autant de flexibilité, qui doivent remonter au niveau de l'Office, alors qu'ici, le CA semble avoir une bonne latitude. Autre élément important, l'arpenteur géomètre doit aussi entrer en bon ordre, et là j'aurais dû souligner répertoire et index qui sont importants aussi, qu'il signe et les opérations qu'il effectue. Donc, le caractère ordonné dans le monde technologique est assez paradoxal. Et on le sait tous, dans le monde physique, on a des beaux petits classeurs avec des chemises, puis les documents sont divisés, sont répartis, il peut même avoir des codes de couleurs. Dans le monde électronique, la logique de l'organisation change complètement. Moi, j'utilise un système de gestion documentaire qu'on appelle la piscine. C'est comme une grosse poubelle où tout est lancé pêle-mêle. Quand on regarde les documents, là, il y a des documents d'à peu près tous les dossiers. Ça a l'air pêle-mêle, mais on est capable d'organiser ces dossiers-là en utilisant des filtres, en utilisant des engins de recherche. Et donc, le caractère ordonné dans le monde technologique varie beaucoup. C'est plutôt au niveau des fonctionnalités technologiques que vous allez être capable de recréer l'ordre dans le désordre technologique. Et ultimement, le répertoire et le registre sur lequel blablabla. Donc, le répertoire est, dans le fond, un de nos objectifs pour répertoire, index et l'ensemble du greffe, c'est de convertir ça en format électronique. Et comme on va le voir dans les prochaines minutes, il n'y a pas grand-chose qui empêche de le faire. En fait, quand on parle du maintien du bon ordre, on parle de gestion documentaire au sens classique du terme. Et quand on parle de répertoire, bien, de la façon dont je le vois, c'est un petit peu une base de données qui va être en relation avec la documentation pour tout et chacun de vos dossiers. On continue un petit peu plus loin. On entre dans la notion de copie et d'extrait de minutes. Et ça, c'est très intéressant parce que dans le monde électronique, vous l'avez tous vu et vécu, des copies, ça se génère très facilement. À l'aide d'un document que je vous envoie par courriel, si vous voulez le disséminer en le transférant à 75 personnes, vous pouvez le faire très aisément. Et chacun des documents que je vous ai envoyés, que vous transférez, à moins que vous l'ayez ouvert, à moins que vous ayez fait des modifications, si vous transférez mon courriel as is, bien, les 75 personnes à qui vous allez l'envoyer vont avoir obtenu une copie du document original que je vous ai acheminé. Donc, il y a une capacité de générer des copies très facilement. Je vais vous parler du cadre dans lequel est-ce qu'on doit le faire, par contre, pour s'assurer que c'est bel et bien une copie et qu'elle a la valeur d'une copie au sens de vos lois. Même logique pour les extraits des minutes. Bien là, on a tous appris à copier-coller. Mais évidemment, quand vous le faites dans un cadre professionnel, il y a des règles à respecter. Je vais vous exposer aussi comment est-ce qu'on peut générer un extrait en format électronique en s'assurant de maintenir l'intégrité et de se conformer à vos lois. On rentre ensuite dans le formalisme
du document. Toute copie ou tout extrait d'un document du greffe d'un arpenteur doivent contenir. Donc, on a une obligation que ces informations-là s'y retrouvent. Date du document, sa nature, le nom du signataire, les noms et désignations des parties. Et là, dans un contexte comme celui-là, vous comprenez, les éléments qui sont là, il n'y en a aucun qu'on ne peut pas faire en format électronique. On est capable de capturer cette information-là en format électronique. Une telle copie et un tel extrait ne peuvent être certifiés conformes que par l'arpenteur, géomètre ou le greffier qui les délivre. Donc là, on rentre dans la notion de copie conforme qu'on va aussi pouvoir générer en format électronique à l'aide des petits outils dont je vais vous parler. Finalement, l'arpenteur géomètre est tenu d'apposer le cachet ou le sceau particulier prévu par le Conseil sur toute copie qu'il certifie conforme. Et là, on pourrait s'enfarger vraiment longtemps parce que l'idée de cachet et de sceau est éminemment papier. Là. On voit le bon vieux sceau. Et probablement qu'à l'heure actuelle, le sceau que votre ordre vous demande d'utiliser est effectivement physique. Il n'y a absolument rien qui empêche que ce sceau-là soit généré en format électronique. Et c'est là où je vais faire un lien tout à l'heure entre la notion de sceau, de cachet, et celle de signature. La signature dans le monde électronique peut être utilisée à plusieurs sauces, on peut lui donner plusieurs rôles. Et ce que le sceau accomplit sur un document papier, la signature électronique peut l'accomplir sur un document technologique. Ensuite, on se tourne vers le règlement sur le greffe des membres de l'Ordre des arpenteurs géomètres. On commence, et ça j'étais très heureux, on commence par une définition de document, donc une loi déjà très progressiste qui est au diapason avec la loi concernant le cadre, où on définit qu'est-ce qu'un document. Et là, on vous donne quelques exemples dans votre cas. Quand on parle de document dans la loi, maintenant au Québec de façon générale, dès lors qu'on lit des mots comme écrit, procès-verbal, rapport, plan, carte, tableau, etc., et ça, c'est ceux qui s'appliquent à vous, je vais vous en donner une liste encore plus longue qu'on retrouve à l'article 71 de la loi concernant le cadre juridique, à peu près tout est un document. Un document au Québec, c'est de l'information sur un support physique ou logique. Et donc, dès lors que vous avez de l'information sur un médium particulier, vous faites face à un document. Les portes que ça ouvre sont énormes parce qu'on définit dans la loi concernant le cadre qu'est-ce qu'on peut faire avec un document technologique par opposition au papier. Et dès lors, votre règlement vous annonce que la notion de document a déjà été tenue en compte dans la rédaction de cette réglementation-là. Mais la chose que j'aime le plus, j'étais vraiment ému quand j'ai lu ça pour la première fois, et j'ai cherché pour voir s'il n'y avait pas d'autres endroits où on trouvait une aussi belle phrase, et j'en ai pas trouvé. Le plus proche qu'on en arrive, c'est dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, que j'adore et dont je vais vous parler avec passion dans quelques minutes. Et permettez-moi de le lire, c'est de la prose à mes oreilles. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation, dis-je, je m'emporte, de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue du greffe. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a rien dans votre réglementation qui peut vous empêcher de visualiser votre greffe numérique de A à Z. Rien, c'est écrit à l'article 2. La grosse question qui se pose, c'est comment on le fait pour que ce soit conforme, et c'est là où je veux vous accompagner aujourd'hui. Si on continue un petit peu plus loin, on nous parle que le répertoire doit contenir les éléments du modèle qu'on retrouve dans l'annexe et que chaque page doit être d'une part numérotée et initialée. Et là, plusieurs juristes vous diront, ah ben là, si on dit que chaque page doit être initialée, tu n'as pas le choix d'être dans le monde papier, numéroté en plus. Bien, on le sait tous, c'est possible de numéroter un document technologique assez facilement, même plus facilement qu'un document papier, parce que ça se fait tout seul. Et on peut initialer un document, encore une fois, avec quoi? La signature électronique que l'on utilise. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'initialer un document technologique et de se conformer à cette disposition-là. On continue dans le règlement sur le greffe, les documents signés et conservés en minutes, même notion. Là, la raison pour laquelle j'ai mis l'article 4, c'est qu'on nous parle pour la première fois de la notion d'original. La minute est le document original
qui doit être préparé d'une part. Donc ça, c'est dommage. La possibilité pour vous d'outsourcer en Inde la génération de documents n'est pas prévue par votre réglementation. C'est bon pour l'emploi au Québec, par contre. Et signé par un arpenteur géomètre. C'est la source unique de toute copie conforme. Donc, on vient de reprendre, et c'est une idée qui est très papier, la notion d'original ancestral, le premier document qui a été créé par l'arpenteur, et la possibilité, à partir de cet original-là, de générer une copie conforme. Mais pensez-y pour un instant avec l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, où on peut générer des copies de façon très aisée en format électronique. Prenant pour acquis que je génère l'ensemble de ma documentation en format électronique. Donc, au jour 1, c'est un document Word, c'est un document AutoCAD, c'est un document, peu importe, là, pensez à n'importe quel logiciel que vous utilisez. Et là, vous le convertissez au format PDF, vous appliquez votre signature numérique. Je pense que l'ordre est avec, vous utilisez la signature de Notarius. Donc, vous appliquez votre signature et là, on vous demande une copie conforme de cet acte-là, bien, même logique. Le document, vous le gardez, l'original, entre guillemets, vous le gardez dans vos minutes, mais vous pourriez l'envoyer par courriel et vous auriez une copie qui serait identique. Et là, on va me dire, ouais, mais là, elle ne sera pas une copie conforme parce que là, normalement, je mets mon petit saut, puis là, je dis que c'est conforme. Puis, bien, je vais vous expliquer dans quelques minutes que cette copie-là, en vertu de la loi concernant le cadre, va être une copie conforme. Donc, le simple fait d'envoyer votre original, en gardant évidemment une copie pour vous, fait que vous venez de communiquer une copie conforme qui se conforme à la loi. Elle fait foi par elle-même, blablabla. L'idée derrière ça, c'est que plusieurs des actes que vous générez sont des actes authentiques et comme officier public, le législateur vous a donné ou a donné aux actes que vous générez une présomption de validité que beaucoup d'autres actes n'ont pas. Normalement, on doit faire la preuve que l'acte est authentique, etc. Vous autres, parce que vous êtes du bon monde, ben on s'est dit, on va leur faire confiance à ce monde-là et on l'a bien correct. Dans le monde électronique, si on applique cette logique-là, dès lors que j'aurais généré mon document en format électronique au jour 1, puis que mon original, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, est en fait électronique, bien, toutes les copies que je vais faire vont être conformes et vont bénéficier de cette présomption d'authenticité-là. Et là, je vous entends réfléchir, là, c'est vrai, c'est une aptitude que je ne vous avais pas dit que j'ai. Je vous entends tous réfléchir à l'heure actuelle, puis vous dire, bien là, il y a un paquet de documents qu'on reçoit d'autres mondes, c'est pas nous qui les générons, c'est des bouts de papier. Si je fais avec ça, quand je veux les intégrer à mon greffe, parce qu'ils sont pertinents. Bien, on va parler de la numérisation, puis comment est-ce qu'on peut aller rechercher ce caractère authentique-là, malgré la numérisation des actes. Et par ailleurs, là, je vais pousser encore plus loin pour vous rendre vraiment inconforme. Imaginez pendant une seconde que vous prenez un acte authentique et que vous le déchiquetez. C'est cool, hein? Moi, je pense, puis je me dis, un jour, j'ai le goût de faire ça. Prendre un acte authentique puis le déchirer. Là. En fait, je fais ça assez régulièrement, mais imaginez que vous faites ça dans votre greffe. Là. Vous allez vous sentir complètement délinquant d'être en train de shredder un acte authentique. Bien, si préalablement au fait que vous le shreddez, vous l'avez numérisé de façon conforme à la loi concernant le cadre, on va en parler tout à l'heure, bien, l'original n'existe plus sur la Terre. Sur la planète, il n'existe plus. Et il y a des dispositions qui existent lorsque l'original n'existe plus. Mais plus que ça, il y a des dispositions dans la loi concernant le cadre qui nous disent qu'on peut remplacer un original par son image ou son équivalent technologique par numérisation dans la mesure où on rencontre certains critères. Quel va être l'impact net de ça? Puis là, c'est vraiment pas une invitation que je vous fais à shredder vos actes authentiques, là, parce que je suis sûr que dans la salle, il doit y avoir du syndic et de l'inspecteur qui tilt à m'écouter. C'est un exemple théorique, ne faites pas ça à la maison. Le résultat net de ça en droit, ce serait quoi? Le résultat net, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, l'original, l'acte authentique avec votre sceau, avec votre signature. Quand on arrive à la cour, il fait foi de lui-même. On le prend pour du cash, on ne le remet pas en question. Si vous aviez numérisé l'original puis que vous avez détruit l'original, qu'est-ce qui se passe? On a perdu la présomption d'authenticité. Mais ça ne veut pas dire que le document ne vaut plus rien. La majorité des actes avec lesquels on transige au quotidien ne sont pas des actes authentiques.
Ça nous ramène simplement à un niveau de preuve de qualité moindre où on va devoir faire une preuve de l'authenticité. Mais comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec la documentation qui entoure les processus technologiques, donc de numérisation, de destruction, avec la capacité technologique d'enregistrer ou bien ce qu'on voit à l'écran ou carrément ce qui se passe dans un endroit avec un enregistrement audio-vidéo, vous comprenez rapidement qu'on est capable de redonner l'aura d'authenticité à notre document en démontrant dans quelles circonstances il a été fait. Et si on se reporte dans le temps, l'ensemble des obligations que vous avez et qui visent à constituer un acte authentique sont fondées dans le rituel. Dans le monde juridique, on a toujours établi des rituels pour accorder une valeur à un acte. Et là, si on se repousse très loin dans le temps, puis on est heureux de ne pas avoir été à cette époque-là, sous l'Empire romain, qu'est-ce qu'on faisait pour qu'un contrat soit conservé et ait une valeur dans l'avenir? Bien, on signait le contrat devant une dizaine de gens mineurs. Je ne sais pas pourquoi c'était un critère, c'était des mineurs, dans le sens d'en bas de 18 ans. Et on les flagellait pour qu'ils se souviennent qu'on ancre dans le plus profond de leur tête ce jour sacré où un acte a été signé devant eux. Donc, on comprend que c'était les notables qui signaient les actes, puis que c'était la plèbe qui se faisait fouetter, mais dans la même logique que devant les tribunaux, on a un juge et qu'on a, ou à une autre époque, on avait des jurés, c'est la même logique. On cherche des témoins, on cherche des gens normaux, ordinaires, entre guillemets, qui viennent offrir un caractère solennel à l'événement. Et donc, quand on vous dit de lire l'acte devant la personne, quand on demande qu'il y ait un témoin, quand on demande d'apposer une signature, un sceau, c'est un rituel. Or, et là, j'ai fait une longue entourloupette jusqu'à dans la Rome antique. Si on revient aujourd'hui, la capacité d'enregistrer tout ce qui se passe nous offre la possibilité de revivre le rituel, probablement avec une précision encore plus importante que ce qu'on peut aller rechercher avec tous les artifices de signature, de sceaux, d'embossement, de papier filigrane, de témoins qui sont présents physiquement, alors qu'on sait que souvent, quand un formulaire dit témoin, puis là, pas dans le cadre de votre profession, là, mais des fois, les gens signent, puis on n'est pas nécessairement à côté, puis bon, la date, à peu près. Dans le monde technologique, on pourrait remédier à cette problématique-là en capturant les actes, la signature, la position du sceau de façon électronique et on pourrait conserver cette information-là au sein du greffe de façon permanente. Et là, on entre dans la disposition dont je parlais tout à l'heure où le CA de votre ordre pourrait décider, là, pour se projeter dans le futur, un peu comme je vous invite à le faire, à prévoir comment est-ce qu'on va aller rechercher la solennité, vous avez compris, de l'acte. Grâce aux technologies, qu'est-ce qu'on va devoir conserver, qu'est-ce qu'on va devoir garder pour y arriver. Mais pas besoin de se rendre jusque-là, il y a un paquet de choses qu'on peut faire à plus court terme.